Bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureux d'être là avec Aglaé Touchard-Ledrian, qui est directrice associée chez Raise dans la pratique Raise Impact, et puis Thibault Lamarque, qui est président fondateur de Castali. Merci d'être là. On va passer 45 minutes à parler de l'impact. Donc quand on a structuré cette table ronde, on a un peu hésité sur l'angle qu'on allait prendre, sur le titre qu'on allait donner. Donc on avait des petites blagues du type tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'impact sans jamais oser le demander. On avait pensé à quoi? L'impact, c'est comme le reste, c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Et puis on s'est dit qu'il fallait qu'on soit un peu plus aigu sur l'angle. Donc on avait deux choix. On s'est dit qu'on allait essayer de ne pas négliger l'aspect politique et philosophique de l'impact. Qu'est-ce que c'est que l'impact? Est-ce qu'une entreprise doit avoir de l'impact sur la cité? Qu'est-ce que c'est faire de l'impact en 2020? Parce que ça posait des questions sémantiques, méthodologiques, et moi j'avais la conviction qu'on était tous là pour marcher dans le même sens et faire avancer les entreprises sur un meilleur rôle dans la cité. Donc c'est un angle qu'on n'a pas négligé, mais qu'on n'a pas voulu prendre frontalement, et on s'est dit l'impact c'est aussi un sujet méthodologique et technique, et du coup c'est sous cet angle-là qu'on a voulu prendre le sujet pour être très concret. Je vais passer la parole dans un instant à Aglaé d'abord, et puis à Thibault ensuite. Le champ fourmille, vous n'êtes pas sans le savoir, je suis sûr, d'initiatives, d'acteurs, de référentiels, de méthodologies. C'est un champ qui se structure à tous les niveaux, en France, en Europe, aux US, dans le monde. Donc c'est un champ qui bouge beaucoup. Ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'était pas brosser le portrait de l'ensemble des manières de prendre le sujet, c'est être très précis, vous présenter deux méthodologies de mesure de l'impact qui se situent à deux niveaux différents et qui sont complètement complémentaires dans leur approche. Puisque la première, c'est une méthodologie qu'on a eu la chance et le plaisir de co-créer avec Raise, qui est une méthodologie de l'impact au niveau de Raise en tant qu'investisseur. Donc Aglaé présentera la structure, mais Raise investit dans des sociétés via un fonds d'impact. Elle présentera cette méthode de mesure de l'impact au niveau de l'investisseur. Et puis en lien avec les activités de Thibault, qui, j'allais dire de manière plus concrète, mais en fait pas du tout. C'est juste que ces deux niveaux différents s'appliquent à mesurer son impact aussi au niveau de ses activités produits et services et de son impact sur la cité via, je ne sais pas si tu le dis comme ça, mais la guerre aux bouteilles de plastique. Donc voilà, on va passer de l'un à l'autre. Et puis évidemment, il y a un lien qui est évident entre les deux, c'est que Raise est investisseur chez Castali, au même titre que d'autres investisseurs qui sont peut-être dans la salle d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça qu'on a voulu vous présenter, une approche de mesure de l'impact au niveau investisseur, et puis comment ça s'articule ou comment ça se complète tout simplement avec une approche de mesure de l'impact au niveau corporate, produits et services. C'est fondamental et c'est un peu la position qu'on occupe nous sur le marché, d'articuler le dialogue entre les corporates et puis les investisseurs. Donc c'était quelque chose qu'on a pris beaucoup de plaisir à partager. Aglaé, sans plus attendre, je te passe la parole. Voilà. Et évidemment, bien sûr, pardon, on va prendre 15 minutes et 15 minutes. Enfin, on va se laisser aller aux échanges, et ensuite on gardera des questions pour la salle. Donc n'hésitez pas, on aura 10 grosses minutes à la fin de la conf pour échanger avec vous. Merci en tout cas d'être là. Merci beaucoup Yannick. Peut-être, je vais juste commencer par présenter en deux mots Raise Impact, qui est un fonds d'impact qui a été lancé en fait l'année dernière grâce au soutien de la Fondation de France. Et alors, qu'est-ce que l'impact? Qu'est-ce qu'un fonds d'impact? En fait, c'est un fonds qui accompagne des entreprises qui ont un fort impact environnemental et social, que ce soit des entreprises qui sont, qu'on dit à mission, c'est-à-dire qui sont dans le secteur de l'éducation, de la santé, de la transition énergétique, mais aussi des entreprises en transformation, c'est-à-dire des entreprises qui intègrent ces aspects environnementaux et sociaux tout au long de leur chaîne de valeur. Et donc, en fait, on va au-delà de la simple RSE. On accompagne vraiment des entrepreneurs engagés qui ont cette intention de créer un impact positif et de le mesurer. Donc, ça rejoint le thème de la discussion aujourd'hui, c'est que donc, nous, en fait, en tant qu'investisseurs, on essaye vraiment, on est un investisseur minoritaire, mais très actif, c'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner les entrepreneurs sur plein de sujets opérationnels, etc., mais surtout sur la mesure de l'impact. Et on a mis en place avec CIRSA une méthodologie qui permet à la fois de mesurer l'impact et de le manager, c'est-à-dire de le suivre, un outil en fait de gestion de la performance. Et
au-delà, parce qu'il y a des débats à n'en plus finir sur quelle méthode d'eau, quel standard, machin, au-delà de tout ça, l'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre un peu de transparence et de cohérence dans toute la chaîne de valeur de l'entreprise sur les aspects environnementaux et sociaux. Alors peut-être qu'on a un Juste petit... Aglaé, pardon, avant qu'on envoie le film, peut-être une question pour toi que j'avais promis que je te poserais, mais que je ne t'ai pas posée. Peut-être la question du pourquoi. Vous êtes un fonds d'impact, donc vous êtes, je sais pas, impact-driven ou impact par nature, mais pourquoi c'est important pour vous de le mesurer ? Pourquoi il faut mesurer l'impact ? Parce que, alors tout simplement, on est parti du concept que sans mesure, il n'y a pas de progrès. C'est-à-dire qu'on est obligé de suivre ça de près pour arriver en fait à rendre tangible à la fois la trajectoire d'amélioration de l'entreprise sur ses aspects environnementaux et sociaux, mais aussi rendre tangible toute la création de valeur sur ces sujets-là qui n'étaient pas forcément justement mise en avant. Ouais, c'est la thèse d'investissement du fonds, c'est l'argent que vous gérez, il est supposé être investi comme ça, avec ces critères de suivi. Exactement. Okay. Bon, on va parler du comment. Alors, il y a un petit film sur Raise. Sur la méthode de mesure. Chez Raise Impact, nous portons la conviction qu'il est aujourd'hui nécessaire de repenser nos modèles économiques et nos modes de production. Afin de rendre cette mutation possible, il est essentiel de trouver et de déployer les outils pour la mesurer et l'accompagner. Pour répondre à ce besoin, nous avons développé une méthodologie de mesure d'impact pour parvenir à qualifier et quantifier l'impact d'une entreprise. Pour cela, nous évaluons les entreprises par rapport à leur contribution aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU et leurs 244 indicateurs. Prenons l'exemple d'une entreprise de l'économie circulaire. Son offre de biens et de services contribue à la réalisation de 3 ODD. Première étape. Nous identifions les indicateurs des ODD sur lesquels l'entreprise a un levier d'action en établissant des liens de contribution mesurables et vérifiables entre les activités de l'entreprise et les indicateurs des ODD identifiés et en faisant valider ces liens par une source tierce vérifiable. Deuxième étape. Nous évaluons le chiffre d'affaires d'impact, c'est-à-dire la part du chiffre d'affaires qui contribue à la réalisation de chaque indicateur en pondérant les impacts directs et indirects, qu'ils soient positifs ou négatifs. Troisième étape. Nous calculons le ratio total d'impact qui qualifie le niveau d'impact de l'entreprise. Quatrième étape. Grâce au ratio d'impact et au chiffre d'affaires d'impact, on peut quantifier le volume d'impact de l'entreprise. L'entreprise obtient donc 2 notes qui permettent de qualifier et de quantifier son impact. Cette méthodologie MMI est un outil mis à la disposition des entreprises et des investisseurs pour rendre tangible leur valeur environnementale, sociale et économique et ainsi leur permettre de suivre et d'améliorer leur trajectoire. Nous pouvons aujourd'hui prendre notre avenir en main en décidant collectivement de rendre nos entreprises actrices du changement. Cette méthodologie vous est destinée. Saisissez-vous-en. Le message est clair, saisissez-vous-en. Merci Aglaé, c'est un super film. Non, Tu veux commenter ? Juste peut-être dire 2 mots parce que ça paraît peut-être un peu ardu. Et la mesure d'impact, c'est pas une science exacte, donc c'est en amélioration permanente et tant mieux. Mais l'idée, en fait, nous, on complète cette méthode de mesure par une approche méthode de management qui est un outil en fait d'aide à la performance pour les entrepreneurs. Et c'est-à-dire qu'en fait, on met très concrètement en place à chaque fois avec les entrepreneurs qu'on accompagne à la fois ce qu'on appelle un business plan impact, c'est-à-dire qu'on définit, on co-construit, tout ça c'est fait en co-construction avec les entrepreneurs, on définit des indicateurs pour le coup spécifiques à chaque entreprise et pour chacun de ces indicateurs, on essaye de définir des objectifs. Et l'objectif de tout ça, c'est pas mesurer pour mesurer, justement, c'est d'aligner la performance de l'entreprise, éventuellement la rémunération des managers, vers l'atteinte de ces indicateurs d'impact environnementaux et sociaux. Et puis on met également un plan d'action environnementale et sociale qu'on revoit, qui comprend une analyse du cycle de vie, qui comprend en fait un audit de toute la chaîne de valeur justement sur ces aspects-là. Et dans un troisième temps, on consolide tout ça à l'échelle du fonds. C'est là où l'outil, par exemple, que vous avez mis en place chez Shirsa est très utile pour nous, parce que ça nous permet d'avoir une visibilité au niveau, de façon consolidée au niveau du fonds. Et on se l'applique à nous-mêmes, parce que notre propre rémunération en tant que gestionnaire de fonds est aussi liée à l'atteinte de ces KPI de façon agrégée.
Et voilà. Et donc, juste pour conclure, en fait, aujourd'hui, on a investi dans 8 entreprises, dont 3 dont on a finalisé l'investissement pendant la période de confinement, dont Castali. Et tout ça pour dire qu'en fait, ce sont des entreprises qui, justement, répondent par leur business model à des problématiques posées par la crise et le contexte actuel, que ce soit sur les sujets de la transition agricole, de la transition énergétique, de l'inclusion sociale ou encore de l'économie circulaire, comme l'illustre Castali. Je vais laisser du coup la parole à Thibaut. Peut-être avant Thibaut de te passer la parole, peut-être des petits commentaires sur ce que tu viens de dire, Aglaé, parce que le film va vite, mais effectivement vous pouvez le revoir, vous pouvez faire des plays sur YouTube si vous voulez le regarder au ralenti. Il y avait plusieurs critères qu'on a voulu travailler ensemble qui sont pas ceux de l'approche Castali typiquement, qui est plus opérationnelle. Enfin, Thibaut en parlera dans une minute, mais il y avait un critère effectivement de bien prendre en compte les impacts positifs et négatifs. Vous voyez qu'on a cherché à se rattacher à un cadre de référence qui était les objectifs de développement durable, parce que même si Raise voulait disposer de sa méthodologie propriétaire pour bien refléter sa philosophie d'investissement, on avait besoin justement de s'inscrire dans un cadre qui à l'instant où on a construit la méthodo, semble être un cadre de référence fait pour durer, même si on peut discuter et qu'il y en a plein d'autres. Et puis après, je pense qu'il y avait 2 critères qui sont très importants que je pense Thibaut a dans une certaine mesure dans son écosystème d'entrepreneurs à impact, mais il y avait la notion de comparabilité des business entre eux. C'est pour ça que dans la vidéo, on parle de ratio d'impact. Le ratio d'impact, c'est de dire, OK, c'est quoi la quantité d'impact qu'a une entreprise en tant que telle, nonobstant sa taille. Le sujet contre lequel on s'est cassé les dents quand on a conçu la méthode, c'est de se dire on peut être une toute petite entreprise de 500 000 euros de chiffre d'affaires, même moins, 2 millions, avoir un impact énorme, être 100% impact en fait, en fonction de sa contribution à l'impact de son chiffre d'affaires. Et puis on peut être une plus grosse entreprise, mais dont la quote-part de chiffre d'affaires sur l'impact est moindre. Donc on a cherché à qualifier le ratio, donc ça c'était pour un peu comparer qui fait le plus, et ensuite quand on remultiplie par le chiffre d'affaires, on a un volume d'impact absolu en fait. Ça c'était le premier point. Et le deuxième point, donc la comparabilité, ça c'était un point clé, et je pense que Thibaut, tu seras amené à parler de sujets d'écosystème, de comment on peut mettre ça en place sur des impact scores et j'en passe. Et après au niveau effectivement de Raise, en tant qu'investisseur, il y a une notion de consolidation. C'est quoi mon empreinte en tant qu'investisseur, qu'est-ce que je finance et c'est quoi l'impact de tout ça, sachant que les impacts de Castali ne sont pas les mêmes que ceux de Winnow, qui ne sont pas les mêmes de toutes les entreprises. Donc il y avait une notion d'additivité qui, pour ceux qui font un peu d'impact, est clé, d'intentionnalité bien sûr avec les ODD, et puis de comparaison. Donc c'est ça qu'on a essayé de rendre. Donc si vous avez des questions là-dessus, on peut en discuter. Et peut-être Aglaé, avant de passer la parole à Thibaut un instant, est-ce que tu peux peut-être revenir, pas forcément sans trahir de secret ou dans trop de détails, mais sur les indicateurs, peut-être que Thibaut en parlera, ou sur une autre société par exemple, combien d'indicateurs spécifiques vous suivez, qu'est-ce que c'est ce business plan impact et pourquoi, en quoi ça aligne l'impact et les intérêts de l'investisseur et les intérêts de l'entrepreneur? Ouais. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais avant, effectivement, en fait, dans la mesure de l'impact, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a toujours une tension entre, d'un côté, la volonté de trouver des indicateurs standards qu'on peut comparer, agréger, etc. Et c'est pour ça que les objectifs du développement durable des Nations Unies sont un framework qui est très utile, même s'il a beaucoup de limites, et une tension entre trouver des indicateurs qui sont vraiment spécifiques à l'entreprise et qui sont un vrai outil de gestion de la performance. Et c'est ce qu'on a essayé, donc, nous, d'utiliser les deux en ayant cette méthode et en le couplant par tout le management de l'impact avec les indicateurs spécifiques. Et donc, les indicateurs spécifiques, en fait, ils sont définis ils sont co-construits toujours avec les entrepreneurs, mais ça se fait de façon très naturelle parce que ce sont des indicateurs qui sont liés vraiment au business, à l'activité de l'entreprise. Donc, pour l'exemple... Peut-être que tu peux donner l'exemple de Castali. Ouais. Donc, vas-y, Thibaut. Par exemple, pour Castali, on a suivi non seulement les fontaines installées, mais aussi les bouteilles en plastique évitées, parce que c'est la raison d'être, c'est un point clé de Castali. Et en fait, l'idée, c'était de ne pas en mettre trop, c'est-à-dire d'en mettre 2 ou 3, et de se dire...
qu'au-delà du suivi, on essaye donc de fixer des objectifs. Et en fait, ces objectifs, c'est souvent lié au business plan d'affaires, parce que ce sont des objectifs qui sont souvent corrélés. Mais qui tiennent quand même le fait que le chiffre d'affaires ne va pas se faire n'importe comment et qu'il ne va pas se faire sans impact. En fait. Exactement, c'est la cohérence du truc. Et comment le lier? On met par exemple des outils, je ne sais pas, ça peut être des BSPCE pour les managers qui sont liés à l'atteinte de ces objectifs, et le manager peut être relué si jamais il les atteint. L'idée, c'est que ce soit une dynamique commune et que ce soit approprié que ça ne soit pas juste considéré comme un fardeau en plus qu'on met sur le dos de l'entrepreneur. Ce n'est pas ça du tout l'objectif. Il faut que ce soit un vrai outil non seulement de gestion de la performance, mais qui oriente vers le budget et qui oriente vers la direction vers laquelle l'entreprise va. Merci Aglaé. Thibaut, tu veux dire un mot ou on passe ta vidéo d'abord? Peut-être juste pour présenter Castaline, nous, notre mission, c'est de mettre fin à la folie des bouteilles en plastique. Et là, j'ai un bon exemple, on est Pro Durable, qui est censé quand même être un événement exemplaire. Et il y a des petites bouteilles en plastique pour les speakers. Ça montre qu'en fait, la bouteille plastique, elle a infiltré nos vies. En fait, la bouteille plastique, on la retrouve partout. Il y en a 16 milliards tous les ans, rien qu'en France. Dans les grandes villes, on parle de 10% de bouteilles qui sont recyclées. Et finalement, chez Castaline, nous, qu'est-ce qu'on fait? On offre des solutions, des machines, des bouteilles, du service qui va permettre à nos clients de substituer, de retirer la bouteille en plastique. Parce que moi, je pense depuis très longtemps que la meilleure bouteille, c'est celle qui n'est pas produite. C'est comme le meilleur déchet, en fait. Ce n'est pas celui qui est recyclé. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on a évité. On a peut-être on peut prochaine vidéo. Ouais, une petite vidéo. Tu replay. On peut mettre un peu de jazz, un peu de reggae. Tu viens sur la petite flèche? Ah non, c'est l'autre. Ouais. Désolé, depuis tout à l'heure, on a un peu des problèmes avec ça. Thibaut, si ça dure, tu meubles, mais on va donner 10 secondes à Georgia quand même. Oui, top, merci. C'est trop tard. Trop tard, trop tard. Too late. Too late. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Too late. Too late. Too late. Too late. Alors, ce qu'on peut voir là dans le film, c'est que dès le début, finalement, pour nous, ça a été l'impact, en tout cas le nombre de bouteilles évitées. Je pense que c'est d'ailleurs un des indicateurs, je sais que c'est un des indicateurs qu'on a repris. Business Durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Pauline Tadevin sur BFM avec Raise. Nous sommes donc avec Thibaut Lama. Voilà. Thibaut fait aussi de la télé. Et l'impact, c'est important quand c'est mesurable. Alors moi, j'ai un passé de financier. J'ai démarré chez Veolia Environnement, donc de l'eau potable à grande échelle. J'ai fait de l'audit interne. Et puis j'ai pris la direction financière d'une PME qui s'appelle Alter Eco, qui a été fondée par Tristan Lecomte, qui est un boss qui m'a beaucoup inspiré. Et je pense que ce qui est très important, c'est de pouvoir mesurer son impact. Parce que finalement, il y a des bonnes idées qui peuvent sur le papier avoir l'air, en tout cas dans l'idée, avoir l'air très bien. Et puis quand sur le papier, vous calculez, avoir des impacts finalement plus importants que le problème que la solution vient régler. Ça, c'est ce qu'on a fait, nous, avec une ACV il y a 3 ans.
où ce qu'on a vu, c'est qu'on avait un impact carbone 90% inférieur à une bouteille d'eau en plastique. Donc, je ne parle pas de la gourde, mais de l'eau Castelli qui est à l'intérieur, c'est 90% inférieur à l'eau qui est dans cette bouteille. Et là, ce qu'on a prévu dans le cadre du tour de table, donc on a levé 13,5 millions pendant le confinement avec quatre investisseurs, dont Raise Impact. Et ce qu'on a convenu, c'est de faire une ACV beaucoup plus poussée en fin d'année pour revalider ces 90%, et puis pour aller plus loin aussi sur d'autres impacts. Donc, par exemple, l'impact des microplastiques. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très peu abordé. Alors, ça commence un petit peu dans la presse. C'est des 5 grammes de plastique qu'on mange tous chaque semaine. Mais ça, on voudrait le mesurer, le quantifier, pour pouvoir mesurer l'impact de Castelli à son environnement. Là, Thibaut, si je reviens à mes questions toutes bêtes du début, le pourquoi, tu l'as dit, c'est parce que mais c'est pourquoi? C'est pour étayer votre thèse vis-à-vis du consommateur, c'est pour driver l'ensemble de l'entreprise et des employés dans la même direction, c'est pour être sûr qu'on se lève le matin en se disant oui, notre impact il est vraiment positif. C'est quoi, tu vois, le driver de la mesure? C'est une question. Alors, il y a plusieurs membres de l'équipe dans la salle. Là, moi, je pense que quand on se lève le matin, effectivement, ce qu'on fait, c'est, parce qu'on se réveille et on a l'impression d'être utile pour réduire et pour offrir des solutions qui réduisent la bouteille en plastique. Moi, je pense néanmoins qu'au-delà de motiver en interne, c'est aussi une façon de mesurer factuellement son impact et de ne pas être juste dans une bonne idée. Ouais. Et donc l'outil, je leur dis, désolé, moi-même un peu lent, mais si c'était pas clair, l'outil de mesure de Thibaut de 16 impacts, positifs et négatifs, ou éviter plutôt, c'est l'analyse de cycle de vie, évidemment. Donc ce que ça dit, c'est que évidemment, il y a 2 niveaux de mesure d'impact qui sont différents, on le voit dans la chaîne de financement, et qui se réconcilient par le fait que j'imagine que toi, tu as des indicateurs à la fin qui sont un peu synthétiques, le nombre de fontaines, le nombre de litres d'eau. Enfin, est-ce que tu peux peut-être nous parler des indicateurs de suivi business qui sont en lien avec l'impact positif ou négatif? Puis peut-être après, on peut descendre dans un peu de technique ou de détails de la CV, si tu veux. Ouais. On a quand même une chance chez Castelli, c'est qu'on a 100% de notre business qui est lié directement à la mission et à la solution. Donc, on peut considérer que 100% de notre chiffre d'affaires, finalement, est lié à la location, maintenance de machines Castelli et de tous les éléments qui vont permettre à nos clients d'éviter la bouteille en plastique. Donc ça règle déjà quand même pas mal de problèmes, ou pas de problème en tout cas Si, ouais, c'est impact first, c'est natif, quoi. C'est 100% de votre business, de fait. Donc il y a pas, t'as raison de le dire, parce que quand on est chez Raise avec une société qui n'est pas 100% impact, Aglaël disait, c'est une société qui est en transformation ou qui a une partie de son, t'en parleras mieux que moi, mais de ses produits et services qui est sur l'impact, on doit détourer la partie qui est sur l'impact. Donc vous, en tout cas, il n'y a pas de question. Et ça, je pense que, alors on n'est pas une boîte récente, on est né fin 2011, mais en tout cas, dans la façon dont j'ai conçu Castelli et ce que j'ai voulu en faire, c'était la chose qui m'a motivé. Alors, on est venu rajouter d'autres choses. Par exemple, on a un cabis, on a des statuts qui sont ESS, on est agréé ESUS. Donc, pour ceux qui ne parlent pas, on fait partie de l'économie sociale et solidaire. On a un board ESUS, où finalement ce board qui n'est pas le conseil d'administration, mais qui est un autre board qui vient contrôler le fait que par rapport à la mission de Castelli qui est inscrite dans les statuts, on respecte bien nos engagements. Ça, je pense que c'est important. Ça va beaucoup plus loin que juste de l'impact. Là, c'est sur la gouvernance, mais il y aura un collaborateur, il y aura un fournisseur, il y aura des clients. Et il sera présidé par Brice Rocher, le patron de Yves Rocher. Donc ça, c'est typiquement... Le comité mission ou ESUS ? Le comité ESUS. ESUS, ouais. Ça, c'est un exemple où finalement on va plus loin que notre impact plastique, parce que je pense que ce qui est important, c'est la cohérence. Et donc on a essayé de travailler sur chacun des points pour pouvoir être le plus cohérent possible. Et je pense qu'on a défini pendant la due diligence un BP impact avec Raise, mais rien ne nous empêche de nous reposer à la fin de l'année et de dire finalement on peut rajouter d'autres indicateurs qui nous paraissent intéressants, parce que finalement la mesure de l'impact social, par exemple, est intéressante. Ouais. Okay. Tu veux donner des exemples d'indicateurs peut-être que toi, avec lesquels tu pilotes au quotidien, sans que ce soit forcément technique ou ni même dans le BP, des trucs, toi tu dis... Ce que disait Aglaé, ce qui est intéressant, c'est que quand je parle de 100% du business qui est de l'impact, nous on va mesurer finalement le nombre de machines qui sont signées. Donc je fais d'ailleurs un appel s'il y a des gros corporates dans
dans la pièce et que vous avez encore des bouteilles en plastique, n'hésitez pas à nous contacter. Donc ça, le nombre de machines qu'on vient installer, qu'on va pouvoir décliner, après, qu'on va pouvoir recalculer après le nombre de bouteilles évitées. On vient de lancer des machines connectées, donc là, ça va se faire tout seul. Donc tu envoies l'information, c'est quoi, du nombre de litres d'eau qui est passé par la fontaine et donc du nombre de bouteilles évitées en conséquence. Exactement. Et donc là, ça, on sera capable de le... conso là-dessus ou pas encore? Alors l'année dernière, enfin en 2019, c'était 24 millions et on a pour objectif de bouteilles évitées et on a pour objectif de faire 100 millions sur les 2 prochaines années. Mais ça, derrière, on peut recalculer aussi la composante carbone et donc le nombre de tonnes évitées. Le plastique, puisqu'on avait fait cet ACV et que finalement, après, c'est un calcul assez simple entre le nombre de millions de bouteilles évitées et puis le poids carbone d'une bouteille plastique versus la bouteille de Castelli. Peut-être Aglaé, avant de reprendre la parole, est-ce que tu veux parler, Thibaut, je crois que vous avez, je ne sais pas si je peux en parler, mais dans la levée de fonds, il me semblait, je l'ai vu dans la vidéo à la télé, donc qu'il y a une volonté d'aller sur le B2C, donc sur les consommateurs. Comment là, vous comptez, ça va être la même com, c'est une com qui est peut-être plus alors plus aspirationnelle ou plus simple, ou au contraire juste... pour le moment, qu'est-ce que vous allez faire et comment tu vas le dire? Pour le moment, on a une société B2B, on est 85 personnes et notre objectif là sur les prochaines années, en tout cas ce qu'on a vendu à nos investisseurs, à nos 4 investisseurs, c'était de faire grandir le B2B et d'être les leaders. Néanmoins, il y a un certain nombre de projets qui vont nous permettre de mettre un premier pas vers le B2C. Donc on va lancer une gourde fabriquée en France. Alors c'est pas le projet du siècle, mais il y en a déjà une. Mais c'est intéressant, c'est que ça va nous permettre de venir accompagner en fait notre écosystème. On va lancer un autre produit en début d'année prochaine. Le projet s'appelle Parfum d'eau et on va venir donner du goût et des propriétés à l'eau parce que l'eau plate est pétillante, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça chiant alors moi j'adore l'eau pétillante mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne boivent pas d'eau et donc on va leur permettre de remplacer les sodas et les de santé publique en plus là. Et puis il y a un dernier sujet et ça je pense que c'est une réflexion qui finalement a émergé au fil des échanges. Il y a un des investisseurs qui est Seb, l'industriel français. À partir du moment où on veut avoir de l'impact, et sur les 16 milliards de bouteilles annuelles, il y en a une partie significative, en fait c'est chez les gens, c'est pas dans les conférences pro durables. Et du coup, si on veut économiser ces 80% de bouteilles chez les gens, il faut leur offrir une solution qui permette de se passer de la bouteille. Alors moi je suis un ancien de Veolia, je suis un défenseur de l'eau du robinet. Ma fille, quand elle a arrêté le sein, elle a bu de l'eau du robinet, qui n'était pas de la Castelli. Donc je suis un défenseur de l'eau du robinet. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que l'eau du robinet, pour plein de raisons que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, elle ne permet pas à tous les consos d'être rassurés. Puis il y a peut-être certains coins où il y a besoin de traitement. Et donc sans doute qu'on ira sur un modèle B2C où on peut donner de l'eau sans plastique aux gens. Quelle mission magnifique. Aglaé, tu voulais ajouter un mot peut-être sur, Non, juste pour compléter ce que disait Thibaut sur la question là, des indicateurs, c'est que au niveau justement investisseur, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de compléter à la fois d'avoir des indicateurs donc spécifiques à l'entreprise. Dans le cas de Castelli, c'est justement donc les fontaines installées, les bouteilles, les tonnes de plastique évitées, les bouteilles d'eau valorisées. Et on rajoute également en fait des indicateurs qui sont justement agrégeables. À la taille du fonds, c'est des indicateurs à la fois sur les aspects environnementaux comme les tonnes de CO2 évitées que vous suivez à travers l'analyse du cycle de vie ou sur l'emploi justement. La qualité de l'emploi, notamment le féminin, masculin, handicapé. On essaye de suivre ça. Et pourquoi on fait tout ça? Parce que nous, en tant que fonds d'investissement, au niveau du fonds, on essaye de consolider ça pour nos propres investisseurs. Nous, on a des investisseurs comme la Fondation de France, des investisseurs institutionnels, on est encore en levée de fonds là. Et pour eux, finalement, le rôle des investisseurs institutionnels pour combler tous les besoins financiers qu'il y a pour accélérer la transition énergétique, agricole et sociale aujourd'hui est clé. Et pour faire venir ces capitaux, le fait d'être capable, justement, je reboucle avec ta première question sur le pourquoi de l'impact, d'être capable de démontrer l'impact créé, c'est très important. Alors tu me passes le mot de transition. Effectivement, nous, on travaille avec Maïf sur le déploiement de la feuille de route mission.
Donc Maïf est devenu entreprise à mission, vous savez ça, donc c'est muni d'une raison d'être que nous n'avons pas conçue avec eux, qu'ils ont conçue avec d'autres confrères de Nuova Vista, je crois. Mais derrière, effectivement, une fois qu'on a cette déclaration d'intention, et c'est ce que je trouve passionnant, nous, dans notre job, dans le cabinet, et ce qui, je pense, passionne les équipes, c'est qu'on fait le bouclage entre... et très souvent, donc, on est nous-mêmes une petite boîte, mais très souvent, on a avec des entrepreneurs, et c'est pas le cas de Thibaut, mais une incompréhension sur le fait de dire, mais pourquoi vous voulez qu'on mesure l'impact ? En fait, l'impact, il est là, il est tangible, c'est facile, et ça va, on va pas perdre de temps à ça. Donc ce qui est très intéressant chez Maïf, c'est quand on voit que cette entreprise devient entreprise à mission, ce qu'elle va devoir porter à son sociétaire, à son militant ou à son prospect potentiel et à son salarié, c'est le relevé de l'ensemble des choses qui sont faites. Et ça va par l'établissement d'une feuille de route mission. Alors Maïf, c'est un tout petit peu plus gros que Castali aujourd'hui. Le recensement de l'ensemble des actions qui contribuent à l'atteinte de la mission, le bilan d'indicateurs qui contribuent à l'atteinte de la mission. Et quand on est entreprise à mission, y a un organisme tiers indépendant qui vient vérifier que ce qu'on a écrit dans ces statuts, c'est vrai et qu'on contribue à cet objectif. Et puis après, ça va jusque dans le contenu des portefeuilles d'investissement. Et je ne sais pas si Raise Impact a Maïf comme institutionnel, mais je pense que Maïf est peut-être chez Raise maison mère. Quand Maïf met de l'argent, Maïf demande des comptes aux gens qui gèrent cet argent, qui eux-mêmes l'investissent dans des boîtes. Et bon, nous, on travaille sur tout ce chaînage du remontée de l'impact en tant que tel, et puis des impacts positifs ou négatifs extra-financiers, donc environnementaux et sociaux. C'est pas forcément très clair en fait la différence entre entreprise à mission, entreprise de l'économie sociale et solidaire, entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est agréée ESUS. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est finalement un statut juridique où vous inscrivez dans vos statuts, et donc c'est inscrit sur votre CABIS, le fait que vous ayez une mission. Ça, je pense qu'il y aura une simplification et peut-être une convergence entre les deux statuts. Ouais, et je pense que, comme tu dis, c'est ceux qui l'écrivent dans leur statut, ils prennent quand même un vrai engagement, quand même, parce que si le commissaire aux comptes demande que ce soit retiré des statuts 2 ans après, au moment de l'audit... Est-ce que vous voulez ajouter des choses l'un et l'autre ? Puis sinon, on va converser avec la salle. On a encore 15 minutes pour discuter avec vous. Donc, alors, il n'y a pas de micro, mais allez-y s'il y a un commentaire, une question technique, pas technique, pour Thibaut ou Aglaé ou pour moi, allez-y. Oui ? Oui, bonjour. Une question pour Aglaé et Thibaut, du coup. Aglaé, j'ai compris dans votre intervention que vous disiez que vous étiez investisseur minoritaire dans les entreprises. Donc, proposer un contexte de reporting de l'impact pour les entreprises dans lesquelles vous avez investi. Mais du coup, comment, Thibaut, vous gérez la multiplicité d'investisseurs sur cet aspect ? Je vais peut-être répondre. C'est une bonne question et pour le coup, je suis très pragmatique. Ancien DAF, donc j'ai un reporting et j'ai été voir finalement, mon directeur financier a été voir les 4 investisseurs pour qu'on se mette d'accord sur un format de reporting. Et l'idée, c'est pas de faire 4 reportings différents, c'est de faire déjà un reporting pour nous. Ça, je pense que c'était la priorité. C'est ce que j'ai expliqué à mon équipe finance, c'est que un reporting, c'est du temps passé. Et ce que j'attends en tout cas de mes équipes, c'est du jus de cerveau pour que ça puisse après être diffusé dans le reste de l'équipe. Et puis après, un reporting pour les investisseurs qui est issu de notre reporting opérationnel. Et effectivement, pour compléter ce que dit Thibaut, juste le Raise effectivement est actionnaire minoritaire. Ça, c'est l'ADN de Raise, c'est de dire qu'on est là pour accompagner les entrepreneurs, pas pour prendre leur place. Donc, et c'est pour ça que dans nos critères de sélection, en fait, justement, l'intentionnalité du dirigeant sur ces sujets-là est un facteur clé. Et après, sur la mise en place du reporting, effectivement, de temps en temps, il nous arrive de co-investir avec d'autres co-investisseurs. On essaye sur des sujets d'impact de jouer un rôle de lead et évidemment de s'assurer qu'à minima, ce soit évidemment un reporting qui en est qu'un et que ce soit surtout co-construit avec les entrepreneurs pour qu'ils se l'approprient, que ce soit un vrai outil de gestion interne, quoi. Si je peux ajouter un mot là-dessus, il s'avère qu'on travaille avec un autre des investisseurs du tour de table de Castali et nous-mêmes, on travaille à la convergence de ces sujets-là. Et justement, la façon dont nous, on le voit en tout cas, est ce qu'on essaie de proposer à nos clients, qu'ils soient financiers ou corporate, on travaille avec aussi des grands groupes du SBF 120 comme Europcar, L'Oréal et j'en passe. Et donc, s'il y a des corporates ou des financiers dans la salle, en fait, vous avez tous le même problème. Les financiers, c'est la multiplicité des formats de reporting qu'on remonte à ses propres investisseurs institutionnels. C'est la difficulté d'Aglaé, qu'on l'aide à adresser avec des méthodos et puis notre plateforme logicielle Reporting 21.
Thibaut, c'est la même chose, que lui, il doit pousser des reporting à 4. Donc, comme c'est un ancien DAF et qu'il est très malin, il a fait ce que d'autres ne font pas. Il a une grille unique qui permet de répondre à tout le monde. Et c'est ce vers quoi on pousse nos clients. Et puis, les corporates ont le même sujet quand ils doivent répondre, je vous apprends rien, au DJSI, à toutes les nombreuses agences de notation. La question, c'est comment on part de un reporting opérationnel, ou plutôt une collecte de données opérationnelles, et comment on sert ces choses-là. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on adresse avec la techno, avec Reporting 21. Et nous, notre rôle en tant que conseil, c'est de permettre à nos clients de naviguer dans les eaux troubles des années qui viennent avec la multiplicité des référentiels, la multiplicité des questions. Et donc c'est pour ça que ce matin, on voulait vous présenter 2 choses très concrètes. Sur l'impact, il y a plein de choses en ce moment. Nous, on s'assure que les indicateurs de Thibaut, ils remontent chez Aglaé, qu'elle peut les pousser ailleurs, que c'est en coordination, que c'est en synergie. Et je pense que la route est encore longue vers la convergence. Donc ça, c'est mon avis personnel, hein, mais qu'il va y avoir des tensions entre la plaque nord-américaine, la plaque européenne, la plaque française, les différentes agences de notation privées, les labels européens portés par les pouvoirs publics, l'Europe, portés par Bercy. Et donc nous, c'est exactement ça. Merci pour la question, parce que c'est exactement le nœud qu'on essaie de régler, et c'est un sacré sujet, la cohérence de ce bazar. Donc peut-être Thibaut, tu veux parler d'initiative que je crois que tu voulais mentionner, non ? L'impact score, c'est pas ce que tu voulais parler. Non, mais peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui lèvent des fonds dans la salle. Donc les 4 investisseurs de Castali, il y a Raise, qu'on connaissait bien puisqu'on avait été accompagné par leur fonds de notation depuis 2013. On a Amundi, qui est le plus gros fonds français ESS. On a Ring Capital, qui est un fonds de développement pour changer l'échelle des boîtes. Et puis Seb Alliance, qui est le fonds de l'industriel Seb. J'ai eu la chance de pouvoir choisir en plein confinement. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de fonds d'impact. Tous ne se valent pas. Donc, moi, je pense que ça vaut le coup, s'il y a des entrepreneurs dans la salle, de bien faire le tour des popotes et pour bien choisir les gens avec qui vous allez vous marier quelques années. Merci Thibaut. Est-ce qu'on a d'autres questions ? On a du temps. Monsieur ? Merci. Je suis désolé, je suis ni entrepreneur ni investisseur, je suis consultant en RSE. On prend tout. Dans la performance globale, il y a aussi la performance financière. On a surtout parlé de la performance extra-financière. Quand vous suivez le volume d'impact, c'est-à-dire la part de chiffre d'affaires qui a un impact direct ou indirect, si j'ai bien compris, est-ce que vous suivez aussi la rentabilité mesurée en EBITDA, en résultat net, tout ce qu'on veut ? Parce qu'un fonds d'investissement, il doit aussi être intéressant financièrement pour les gens qui... J'espère que tu la suis. Dernier point de ma question qui est lié, c'est est-ce qu'il vous arrive d'avoir des arbitrages à faire sur le réinvestissement des bénéfices entre plus d'impact et des investissements nécessaires mais qui n'ont pas nécessairement d'impact ? C'est une belle question, merci beaucoup. Oui, merci. Non, effectivement, parce que c'est un peu au cœur je crois que pour tous les fonds d'impact, cette question de la balance entre l'impact la performance financière et la performance extra-financière. Dans la définition de l'impact, en fait, tel qu'il avait été défini par le Global Impact Investment Network au tout début, il y a cette idée d'intention de générer un impact environnemental et social au-delà de la performance financière et de le mesurer. Donc, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'on investit dans des entreprises qui sont rentables. Pourquoi ? Parce que pérennes, parce qu'on se dit que l'impact sera plus grand si l'entreprise est rentable. Et c'est tout le pari d'ailleurs qu'a fait un des principaux investisseurs chez les impacts qui était l'investisseur du départ, la Fondation de France, qui fait traditionnellement de la subvention, c'était de passer à l'investissement en se disant, en passant du don à l'investissement, on a un impact long terme plus important. Donc ce débat, pour nous, il est permanent et on l'a à toutes les phases de notre processus de décision, et on commence par rapport à un fonds d'investissement classique, nous on commence notre analyse par ce qu'on appelle un comité d'impact où on discute des sujets d'impact, où siègent d'ailleurs des experts sur ces sujets-là. Et après, on a un comité d'investissement où on regarde les investissements financiers. Donc, il faut qu'on arrive à atteindre les deux. C'est une balance qui est pas évidente, mais nous, on se dit, il faut que les deux, et si possible que les deux soient alignés. Et nous-mêmes, à titre l'équipe de gestion du fonds,
à ce qu'on appelle le carried interest, c'est-à-dire l'intéressement sur la plus-value, qui est aussi lié, à l'atteinte de performances financières, parce qu'il faut qu'il y ait un rendement financier pour avoir de l'impact, mais également à l'atteinte de KPI social. Donc c'est vraiment une balance permanente qu'on essaye d'atteindre et on regarde toujours ces deux critères. Avant que Thibaut réagisse, juste tu l'as dit, mais je voudrais être sûr que j'ai bien compris. Je crois que je le sais, mais le comité d'impact a lieu avant le comité d'investissement. Tout à fait. Mais c'est ça, c'est notre raison d'être, c'est de le premier filtre, c'est l'impact. C'est oui, non, impact, et ensuite... Mais il faut que l'entreprise soit pérenne. Voilà. Et ça, je pense que la pérennité de l'entreprise, c'est primordial. Et c'est pas parce qu'on fait partie de l'ESS qu'on ne doit pas avoir des bons résultats financiers et être sur une logique de croissance. Alors, nous, on est sur un marché de substitution, donc on va dire que c'est facile d'avoir de la croissance. Mais à partir du moment où on se dit qu'on veut avoir de la croissance, la question c'est comment ? Est-ce que si par exemple je paye beaucoup moins mes collaborateurs, je vais faire une meilleure croissance ? Je ne pense pas, parce que je ne vais pas les fidéliser et je ne leur permettrai pas d'avoir la vie agréable auquel ils ont droit. Après, de savoir si on reste une ligne de TRI dans un portefeuille de fonds, moi je suis très clair sur le fait que je reste une ligne de TRI dans un portefeuille d'investissement de fonds. TRI, c'est rendement pour ceux qui ne manipulent pas le sigle. Merci beaucoup. Je crois qu'il y en avait une là avant. Ouais. Oui, bonjour. Je me posais la question par rapport à votre bouteille. Vous parlez de bilan carbone. Combien il faut de litres d'eau diffusés par vos machines avant de rentabiliser les bouteilles évitées ? Alors ça, c'est une bonne question, qui est sur l'usage. En réalité, donc l'ACV a été réalisée sur une durée de vie de machines que je n'ai plus en tête. Mais en tout cas, c'est sur la durée de vie et sur un l'usage moyen qui en est fait, qui de tête était là pour le coup de 500 litres par mois, donc c'était assez faible. Ça permettait de rentabiliser l'impact carbone. Sur sur la durée de vie de la machine, oui. Avec une utilisation moyenne, effectivement 500 litres sur une entreprise, a priori sur un plateau, c'est pas beaucoup. C'est ce qu'on peut voir nous. Et là-dessus, tu dis que tu es en tout cas à date sur le bilan 90% inférieur. Ce qui va être intéressant dans la fontaine connectée, c'est qu'on aura en permanence la mesure réelle de ce litrage. Et donc l'impact en temps réel. Donc c'est une notion passionnante aussi de piloter ça. Effectivement, je pense que pour nous faire des bilans carbone, je pense que une petite règle de 3 doit suffire à prouver que quand on prend du PET comme ça va assez vite et ça permet un impact très fort. Mais comme il le disait, ça va aller sur toutes les dimensions de la CV, plastique, eutrophisation et j'en passe. Voilà, parce qu'il y a ce deuxième sujet plastique qui, pour moi, est primordial aujourd'hui. C'est-à-dire que l'impact carbone, le réchauffement climatique, on le vit. Je veux dire, on le vit tous les jours. Donc la question, c'est plus de savoir s'il y a du réchauffement climatique, c'est comment on va vivre avec. Mais le sujet du plastique, qu'on peut changer assez facilement, je pense, plus facilement que le réchauffement climatique, va falloir qu'on communique dessus et qu'on trouve des solutions. On a une question devant, monsieur ? Oui, du coup, vous suivez les impacts à la performance extra-financière des entreprises. Est-ce que vous voyez est-ce que ça se traduit dans la performance financière de l'entreprise entre le moment où vous commencez à suivre cette performance et, je ne sais pas, une année, 2 années, est-ce que vous arrivez à avoir une évolution liée à justement une bonne performance ou une mauvaise performance extra-financière ? Alors, moi, je peux répondre parce qu'on travaille beaucoup de clients financiers. Après, je passe la parole à Aglaé, évidemment. Là-dessus, je suis réservé parce que je pense que la sphère financière, quand il y a 10 ans, on s'est mis sur le sujet à dire il faut faire de la RSE, ce qui s'appelait l'ISR, puis après ce qui s'est appelé l'ESG. Il y a eu une espèce de ruse de l'histoire qui s'est mise en place dans le discours des financiers même, qui n'assumaient pas de faire de la RSE, en fait, et qui disaient on fait ça parce que ça rapporte de l'argent. Ouais, j'étais pas très à l'aise avec ça parce que si vous êtes dans une boîte, ça peut coûter de l'argent aussi quand même. Donc là, je pense que la magie de la table ronde, c'est que quand la top line elle est directement connectée à une mission qui est fantastique et a un impact positif, c'est très facile. Ce qu'on voit chez d'autres clients chez nous qui ne sont pas forcément impact mais qui sont plus extra-financiers là, c'est que le lien entre la performance FI ou en tout cas la rentabilité et la performance extra-financière, il n'est pas clair. Il y a parfois un lien, mais il n'y a pas de lien de cause à effet, il y a un lien de corrélation souvent. Et puis ce qu'on a constaté dans le Covid surtout, c'est la résilience. Mais la rentabilité, on pourrait débattre des heures, mais les boîtes les plus rentables dans les portefeuilles des fonds avec lesquels on bosse,
sont pas forcément toujours les boîtes qui investissent le plus sur ces questions-là. Je pense que ça dépend si c'est de la com. Pendant longtemps, ça a été le mécénat. Donc le mécénat, c'était finalement une façon de redistribuer une partie de la valeur et de défiscaliser à des causes. Ensuite, il y a eu la RSE. Moi, je pense qu'on arrive au bout de la RSE. Aujourd'hui, c'est l'entreprise à mission dont on parlait, ou l'entreprise de l'économie sociale et solidaire, où il y a une répartition complète de la valeur et de la gouvernance. Mais je pense que c'est là où on est. Et est-ce qu'il faut être performant? Ça rejoint la question de tout à l'heure. Est-ce qu'il faut être performant pour avoir de l'impact? Oui. Est-ce qu'il faut être gros dans mon secteur pour avoir de l'impact? Oui, parce que c'est pas avec mes 24 millions de bouteilles en 2019 finalement que... alors c'était un petit pas, mais si on veut vraiment avoir de l'impact, il faut devenir gros et être performant. Oui, non, je pense que c'est une très bonne question qui est, si on arrivait à démontrer cette corrélation directe entre la performance extra-financière et la performance financière, ça serait une étape extraordinaire. Et il y a de nombreuses études sur ce sujet-là, notamment sur les entreprises cotées, sur les entreprises non cotées. Moi, j'avais passé beaucoup d'années à travailler dans les pays émergents où là, pour le coup, la corrélation pouvait se mesurer. Nous, aujourd'hui, chez Raise Impact, on manque de recul pour le prouver de façon claire et transparence. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le fait d'ajouter des process internes et un suivi sur les sujets à la fois environnementaux, sociaux au sein de l'entreprise et de gouvernance, ça aide beaucoup pour la structuration de la boîte et souvent, ça permet de valoriser certains aspects. Alors, qui peuvent être externalités négatives comme positives, mais c'est un outil de gestion quand même qui est très fort. Il faut qu'on s'arrête malheureusement. Donc merci à tous d'être venus. Aglaé, merci beaucoup. Thibaut, merci beaucoup. Merci. Bon salon, au revoir.